Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, parce que dans cette vidéo, on va parler de torture, de souffrance et de mort absolument horrible. Que ce soit au cinéma ou dans les séries, quand on assiste à une mort spectaculaire, hyper violente, hyper hardcore, très généralement, ça concerne des acteurs de seconde zone ou des figurants. Est-ce que vous imaginez franchement des gars comme Tom Hanks ou Woody Allen signer un contrat pour un film où ils seront sûrs de se faire déchiqueter, couper en deux, éviscérer, vous voyez à peu près le genre? Globalement, le gros des acteurs de haut standing, les acteurs les plus connus, oscarisés, récompensés, tout ça, quand ils se mettent en scène en train de mourir, ils y vont de façon assez soft. Mais vous me connaissez, j'ai l'œil et j'ai pu remarquer certains acteurs très connus, des acteurs que vous adorez, des acteurs de haut niveau, des acteurs de haut standing, qui sont mis en scène dans des morts absolument atroces. Et ça, je voulais vous en parler dans un petit top 10 spécial acteurs très connus qui meurent dans des façons absolument horribles. Et attention, je parle pas d'une mort facile, du style balle dans la tête, pendaison, des trucs comme ça. Non, je parle de trucs graphiques, de trucs assez vénères, des trucs où vous dites ouille, ça fait mal, parce que systématiquement, c'est à ça qu'on pense, c'est ça qu'on ressent quand on voit un personnage, d'ailleurs second rôle comme acteur principal, quand on voit un personnage mourir de façon absolument atroce, on peut pas s'empêcher de se mettre à sa place, on peut pas s'empêcher de se dire ouh, il doit morfler celui-là. Eh bien, vous allez voir que tous ceux que j'ai mis dans cette liste, ils ont morflé, grave. Et quand je parle d'acteurs connus, je parle d'acteurs vraiment connus, connus de la masse. On se rejoint dans les commentaires, je compte sur vous pour me donner votre propre top 10, top 5, top 3. Vous allez voir que c'est assez compliqué de trouver des acteurs vraiment connus qui crèvent de façon vraiment dégueulasse. Je ne parle pas spécialement d'acteurs underground ou borderline, comme par exemple Michael Ironside. J'ai du respect pour lui, attention, c'est pas la question, j'adore cet acteur, mais c'est pas un acteur qui parle à grand monde, c'est un acteur qui parle aux gens de ma génération, et surtout les gens de ma génération qui kiffaient un peu les films de genre. Car Ironside, il est assez connu pour ses morts assez spectaculaires, comme on a vu par exemple dans Starship Troopers ou Total Recall. Voilà, c'était pour clarifier la chose, pour vous dire à quel point la sélection a été quand même assez compliquée. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Plutôt que de citer les acteurs en début d'extrait, en début de chapitrage, je nomme d'abord le nom du film, comme ça, si vous n'avez pas vu ce film, vous passez direct au prochain chapitre. De toute façon, c'est indiqué dans la barre, quand vous bougez avec la souris, ou avec votre doigt ou dans la description. Comme ça, vous ne serez pas spécialement spoilé. Je mets le nom du film, et l'acteur, vous le découvrirez au cours du visionnage. En numéro 10, on a démarré facile avec le film Edge of Tomorrow, un film réalisé par Doug Liman, une adaptation de ce manga, All You Need Is Kill. Je pourrais prendre 5 secondes pour le prendre dans ma main et vous le montrer, mais comme j'ai la flemme, je vais laisser mon monteur attitré l'afficher à ma place. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui ont l'habitude de me regarder sans être abonnés, je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Ça m'arrive de faire bosser un monteur, et en vous abonnant à la chaîne, notamment via cette vidéo, vous lui donnez un petit coup de pouce. Je suis pas tout seul dans l'histoire, il y a un petit jeune qui bosse dur pour faire un super montage, donc donnez-lui de la force, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à lui mettre un petit message de remerciement dans les commentaires. Il doit bien se sentir gêné maintenant à monter ça. Donc maintenant que j'ai mentionné le film, il faut que je mentionne l'acteur qui crève de façon spectaculaire, Tom Cruise, qui n'est pas spécialement réputé pour mourir souvent. Ça lui est arrivé quelques fois, mais globalement, c'est assez rare. Et on peut dire que dans Edge of Tomorrow, il régale, car ce film plaira aussi bien aux fans de Tom Cruise qu'à ses haters. Ça a régalé les fans de Tom Cruise parce que c'était assez fun de le voir dans des situations pareilles, et en même temps, ça a défoulé ceux qui le détestent parce qu'ils se disaient, bien fait pour sa gueule, ce qui lui arrive, parce que Tom Cruise, dans ce film, ne fait que de crever, tout le temps. Comme il est kelbo dans une boucle temporelle, à chaque fois qu'il crève, il revient genre 24 heures en arrière. Et c'est génial parce que Tom Cruise, il crève une cinquantaine de fois au cours du film. Des petits malins se sont amusés à calculer. A priori, il serait mort une bonne dizaine de milliers de fois, a priori, pour connaître tous les patterns, les coins à éviter, tout ça. Et le truc, c'est que Tom Cruise crève de toutes les manières possibles et imaginables. Il se fait écraser par un 36 tonnes, il se fait percuter par un fourgon, pulvérisé par un vaisseau aérien qui l'écrase, il finit brûlé vif, il est carbonisé, il se fait bouffer, bousiller par des aliens, il se prend des balles dans la tête, il finit tétraplégique après un choc. Bref, il prend très cher, il morfle. Et qu'on soit fan ou non, on n'a pas boudé notre plaisir devant ce petit chef-d'œuvre, donc fallait que j'en parle, parce que Tom Cruise, ok, même si en soi le film termine sur une happy end, il est mort Tom Cruise, et pas qu'une fois, pas qu'un peu. Et il faut le dire, chacune de ses morts était inoubliable, spectaculaire et parfois super drôle. En numéro 9, je vais mentionner le film Demolition Man et la mort, plutôt graphique et inoubliable, de Wesley Snipes. Dans le film, il incarne le méchant Simon Phoenix, peut-être un des méchants les plus mémorables des années 90, un criminel hardcore des années 90 télescopé dans un monde aseptisé dans les années 2000. Il fout le bordel et les flics, complètement désarmés et dévirilisés, ne peuvent pas faire le poids face à son niveau de violence, et pour niquer un criminel hardcore des années 90, il faut faire appel à un flic hardcore des années 90, à savoir John Spartan, incarné par Sylvester Stallone. Et même
si Wesley Snipes est un crack en arts martiaux, il finit quand même par se faire niquer à la fin par Stallone, où il finit congelé, il congèle progressivement via une espèce de... je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, Stallone il fait péter une espèce de matraque électrique sur le sol qui est imbibé d'une espèce de produit bizarre, d'azote ou j'en sais rien, et Wesley Snipes se voit geler progressivement, il se voit se faire submerger par le givre, mais tellement le mec est bourré de haine, il prend même pas conscience qu'il est en train de congeler, enfin il prend conscience, mais la douleur pour lui ça lui passe au-dessus, tout ce qu'il veut c'est maraver une dernière fois Sylvester Stallone, mais Stallone, enfin Spartan, pour lui donner un ultime coup, lui envoie sa botte dans la gueule, lui arrache la tête et sa tête explose en 1000 morceaux. Et c'était quand même assez vénère quand on y pense. Le mec il est mis en hibernation, 2 secondes après il se fait arracher la tête, et la tête elle explose. En numéro 8, on va parler d'un film, d'un remake d'un film des années 70, La dernière maison sur la gauche, de 2009. Remake d'un film des années 70 de Wes Craven, film qui a d'ailleurs très mal vieilli. L'histoire de La dernière maison sur la gauche, c'est une bande de psychopathes qui massacrent 2 pauvres jeunes filles. Au même moment, il y a une espèce de tempête qui se met en branle, notre équipe de psychopathes se réfugie chez un couple, et le truc, c'est que le couple, c'est les parents d'une des filles. Et après avoir compris que ces mecs-là ont mis en pièces leur gamine, et ben les parents se vengent, et on peut assister à la mort juste légendaire d'Aaron Paul. Une mort qui est vraiment précédée d'une torture juste infâme. Et au départ, c'est la mère qui va essayer de se farcir Aaron Paul, elle va lui exploser un vase sur le crâne, lui planter une lame dans le bide, lui exploser le nez en rentrant ses doigts dans les points de suture. Le problème, c'est que pour le faire crever, ça suffit pas. Le père vient à la rescousse et qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent la tête du pauvre Aaron Paul, enfin le pauvre, c'est une véritable ordure dans le film, ils lui plongent la tête dans l'évier, donc qui est rempli de flotte, tout ça, puis de la flotte avec du savon, tout ça. Le truc, c'est que, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Il retire le bouchon du siphon et il dégage un maximum de trucs qu'il y a dans le siphon pour que l'eau se barre le plus vite possible. Parce que le mec, il peut pas respirer ni rien. Et en plus, imaginez, il y a tout le liquide vaisselle qui doit lui rentrer dans les yeux, dans le pif, ça doit être horrible. Et le truc, c'est que le daron, il est malin. Comme il voit que le gars est en train de retirer toutes les merdes qu'il y a dans le siphon, il appuie sur un bouton qui est relié au siphon. Et vous savez, aux États-Unis, dans les siphons, il y a une espèce de petit de hachoir qui déchiquette tous les morceaux de bidoche, je sais pas quoi, qui traînent dans le siphon. Et donc, la main du pauvre Aaron Paul se fait déchiqueter et on l'entend hurler à travers, parce qu'il a encore la tête sous l'eau. Et donc, on l'entend hurler et on voit le sang qui commence à imbiber, qui commence à remplir le lavabo. Donc une fois qu'il n'y a plus d'eau, on entend Aaron Paul qui est en train d'hurler, qui a la main qui est coincée dans le siphon. Alors on imagine sa main se faire charcuter, les ongles qui doivent se faire arracher, tout ça, ça doit être horrible. Pas de bol pour lui, il est toujours keblo, donc il doit bien ressentir toute la douleur, les tendons, les nerfs qui doivent être sectionnés. Et après au moins 30 secondes, on l'entend hurler, et puis c'est long, franchement, c'est 30 secondes qui sont super longues. Le père ramasse un marteau, vous savez, les trucs pour arracher les clous, et il lui enfonce dans le crâne. Paf! Et on voit Aaron Paul, donc, avec le crâne perforé par le marteau, la main toujours dans le siphon, qui est toujours en train de se faire déchiqueter, et... il l'a senti passer celle-là. En numéro 7, je vais parler du film Peur Bleue, un film plutôt moyen, mais qui est sympathique au demeurant. Et naturellement, si je parle de Peur Bleue, je fais naturellement référence à la mort de Samuel L. Jackson. Une scène qui a pas mal tourné sur la toile. On le voit en train de faire un speech pendant que la station nautique est en train de s'effondrer, je sais pas quoi. Tout le monde est pris par le désespoir. Et Jackson fait un magnifique speech. Devant tout le monde, un speech motivant, comme quoi on va s'en sortir, on va y arriver, tout ça. Et avant qu'il finisse son speech, il y a un requin qui sort du bassin pour le choper. Et l'embarquer dans la flotte, et le pauvre, il a le temps de rien voir venir, il y a le requin qui arrive, qui le chope par la taille, qui le tire dans l'eau, et en l'embarquant, il y a un autre requin qui se ramène et qui l'arrache en deux, quoi. Donc imagine un peu ce qu'il a dû ressentir, le personnage, c'est ressentir les dents de la bestiole qui lui rentrent dedans, se faire embarquer dans l'eau, ça devait vraiment être très angoissant. Et puis le bouquet final, c'est de se faire arracher en deux, donc il a dû voir le requin qui se ramène, le deuxième, pour le choper, et puis arracher comme ça, comme une espèce de morceau de viande. Donc ça méritait d'être noté.
En numéro 6, on va parler de GoldenEye, excellent James Bond de Martin Campbell, le même réalisateur que Casino Royale. Alors, il faut qu'on parle de la mort de Sean Bean, je sais pas comment on dit. À la fin, il se marre avec James Bond a le dessus, et en gros, il le retient avant qu'il tombe d'au moins, je sais pas, une chute de 50 mètres, le mec, il est super haut, et James Bond finit par le lâcher. Il s'écrase sur le sol, et il est complètement explosé. Il y a sa jambe qui a retourné, des articulations pareilles, il a dû se péter la colonne vertébrale. Il y a statistiquement aucune chance de survivre à une chute pareille. Ça m'est déjà arrivé de tomber d'1,5 mètre, 1 mètre sur le plat du dos. J'ai cru que j'allais crever, quand j'avais l'impression que ma colonne vertébrale avait explosé, que mes organes étaient en bouillie. Vraiment, j'ai ressenti ça, à peine 1 mètre de hauteur, en faisant un plat du dos, quoi. Donc j'imagine même pas ce que c'est à 50 mètres, de vous fracasser sur du béton armé. Et le truc, c'est que malgré tout, il est encore en vie. Il survit, complètement fracassé en 1000 morceaux. Et le truc, c'est que le pauvre, il va pas mourir de ses blessures, il va pas mourir, je veux dire, d'une hémorragie ou rien. La station dans laquelle il était planqué va exploser et va s'effondrer sur sa tronche. Sean Bean, c'est devenu un running gag parce qu'il crève dans pratiquement tous ses films. Le fossoyeur de film avait débunké d'ailleurs l'idée comme quoi Sean Bean était l'acteur qui était le plus mort à l'écran. Mais une chose est sûre, à chaque fois qu'il crève, c'est inoubliable. En numéro 5, je vais parler de The Wicker Man, une espèce de Mina V ni nanar qui est complètement lunaire, un remake d'un film anglais du même nom. Il faut qu'on parle de la mort de Nicolas Cage. Alors, je vais pas m'éterniser sur le film, c'est une véritable expérience, c'est vraiment particulier, mais la mort de Nicolas Cage est assez inoubliable. En gros, il se fait choper par une secte et il le sacrifie à un dieu, une espèce de Burning Man, en fait une espèce de statue en un mix de paille et de bois, tout ça. Et le truc, c'est qu'ils veulent le foutre là-dedans pour le sacrifier, donc le cramer vif, mais avant ça, il lui pète les jambes, il lui explose les genoux à coups de marteau, bam, bam. Donc le mec il sent ses jambes finir en mode raptor, quoi, c'est-à-dire le tibia qui part devant, vous voyez, là, quand on te fait péter le genou dans l'autre sens. Et comme si ça suffisait pas, cette bande de sadiques, ils lui mettent une espèce de casque sur la tronche avec des abeilles, en fait, ils lui mettent un casque avec des espèces de grillages, je sais pas quoi, et en gros, ils font entrer des abeilles, et ce con, plutôt que de rien dire, de fermer sa bouche et de rester calme, il hurle « Non, pas les abeilles ah !» En anglais, c'est « No, not the bees ah !» No, not the bees! Not the bees! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! Ah! La scène a pas mal tourné sur internet, c'est devenu un mème, c'était tellement drôle. Et donc, en ouvrant la bouche, les abeilles, forcément, elles rentrent, elles paniquent, parce qu'elles entendent un coup en train d'hurler, donc elles le piquent, tac, 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 et il s'évanouit, il meurt pas. Et à la suite de ça, le pauvre Nicolas Cage se retrouve sacrifié, il est enfermé dans l'espèce de bonhomme en bois géant, et il va se retrouver brûlé vif par la gamine qui va allumer le bûcher sacrificiel, au nom du culte païen qui est mis en scène dans le film. Et il y a une gamine qui se ramène pour foutre le feu à la, comment ça s'appelle, à l'espèce d'idole ou je sais pas quoi, et on l'entend pendant au moins 1 minute en train d'hurler, quoi, il est comme ça. Ce film, c'est une expérience, il faut le voir pour le croire, mais on imagine bien la souffrance du personnage incarné par Nicolas Cage. Il se fait péter les jambes, il se fait piquer par des abeilles, et ça fait mal de se faire piquer par les abeilles. Et pour finir, il se fait brûler vif dans ce truc-là, et ça doit être horrible. Alors, est-ce qu'il a été étouffé par la fumée, est-ce qu'il est mort à cause des flammes, on n'en sait rien, mais une chose est sûre, lui aussi il l'a senti passer. En numéro 4, je vais parler d'Alien, le premier. Alors j'aurais pu également mentionner Alien Covenant, parce qu'il y a une mort absolument dégueulasse dans ce film, une mort qui m'a vraiment qui m'a donné envie de gerber presque, mais bon, comme l'acteur était pas trop connu, je vais pas le mentionner. Par contre, il faut qu'on mentionne naturellement la mort de John Hurt, qui porte bien son nom, dans le premier Alien. C'est le premier gars à être victime de l'espèce de bestiole qui sort du bide, là, qui sort de la cage thoracique, et c'était horrible pour l'époque. Moi perso, j'ai rien ressenti parce que j'étais pas vraiment dans le truc, mais j'imagine bien que le gars, dans le film, le personnage a dû morfler de ouf, quoi. Vous imaginez, vous avez une espèce de parasite qui grossit dans votre être, dans votre bide, puis à un moment, quand il décide de sortir, il doit s'aufiler entre les organes, tout bouger, tout dégager, les poumons, le cœur, le foie, tout ça, et il doit forcer à travers la cage thoracique, c'est même pas à travers le ventre, c'est à travers la cage thoracique, ou plutôt le sternum, et imaginez un petit peu la souffrance du mec, où il a dû sentir cette espèce de saloperie en train de pousser à mort à travers l'ossature, à travers le sternum, et tellement le truc, il a de la force, il finit par péter l'ossature, imaginez la force du bordel, quoi, pour réussir à bousiller, je veux dire, un sternum, les côtes, tout ça. Et ça doit être terrible, quoi, parce que le mec, il a dû sentir, il a dû tout ressentir naturellement de l'intérieur. J'ose même pas imaginer l'angoisse que ça a dû être pour lui, il devait même pas mesurer ce qu'il y avait là-dedans.
En numéro 3, je vais parler du film Cartel, ou plutôt The Counselor, le titre original, la mort de Brad Pitt. Alors Brad Pitt, il crève souvent, mine de rien, bien plus qu'on croit. Il y a pas mal de films où il a des morts assez extravagantes par moments. Je ne spoilerai pas pour ne rien dire, mais je pense que les fans et les amoureux de Brad Pitt et de sa filmographie verront naturellement à quoi je fais allusion. Mais sa mort dans Cartel, elle est spectaculaire. En gros, le mec, il est avec sa valise, tout ça, il vient de conclure une affaire. Il y a des mecs du cartel ou des mafieux qui le traquent. En gros, les mecs super pros, ils font style d'Adjet Jogger, et ils passent à côté de lui, et en passant juste à proximité, ils lui mettent un collier autour du cou. Un collier en acier qui est relié à une espèce de minuteur qui resserre le câble. C'est une espèce de câble, le collier, et en gros, c'est conçu pour l'égorger, lui arracher la tête, quoi. Et le mec, il ressent ce qui se passe, quoi. Il ressent le câble en train de se resserrer progressivement. Il met ses doigts pour essayer d'empêcher l'étranglement. Et le truc, c'est que c'est un fil en acier, donc plus ça se resserre, plus ça rentre dans l'épiderme, ensuite dans les chairs, tout ça. Donc à la fin, ça finit par lui sectionner les doigts. Et on voit donc Brad Pitt se faire progressivement arracher la gorge. Donc ça gicle de partout. Puis à la fin, la tête finit par sauter, par popper comme un bouchon de champagne. Et c'était original, graphique, hyper violent, inattendu. Donc respect Brad, et mort inoubliable à soulever. En numéro 2, je vais parler d'un excellent film malheureusement trop sous-coté, le film Dredd, et je vais naturellement faire référence à la mort du personnage de Lena Headey qui incarne Mama, cette mère maquerelle qui règne sur son bloc et qui distribue de la dope un peu partout, une drogue qui a pour propriété de ralentir le monde autour de soi. Alors quand vous prenez cette drogue, vous voyez le monde au ralenti, vraiment comme ça, vous voyez tout en slow motion. Par contre, dans le monde réel, tout se passe normalement, quoi. C'est dans votre tête, la slow motion. Et à la fin, Dredd, qui fait pas dans la dentelle, il vient choper Mama, et après lui avoir mis une balle dans le bide, alors que pourtant elle avait menacé de tout faire péter, rien à foutre, il lui fout une balle, bon. Ensuite il la chope, il lui lit ses droits, il lui balance sa drogue à la gueule, paf, il lui envoie le souffle du truc pour qu'elle soit stone, et il la balance à travers la baie vitrée, quoi. Il la balance à travers la fenêtre, bam. Et Mama se voit tomber le long des, je sais pas de combien d'étages, il y en a peut-être une centaine. En gros, elle tombe de peut-être 500 mètres de haut, et elle se voit tomber en douceur. Alors nous, bien sûr, on la voit tomber normalement comme une pierre, mais elle, dans sa tête, elle se voit tomber au ralenti, donc elle peut imaginer, anticiper ce qui va se passer. Elle voit très bien qu'elle va se fracasser sur le sol, qu'elle va littéralement exploser, que ça va être horrible, et c'est terrible psychologiquement, elle se voit tomber progressivement, étage par étage. Déjà, quand vous tombez de très haut, vous avez le temps quand même de vous dire « Merde, c'est foutu, c'est horrible, je vais crever », vous avez le temps de vous poser cette question. Alors que là, elle a le temps de elle a le temps de résoudre des problèmes mathématiques, d'écrire un scénario, enfin c'est terrible, elle se voit tomber et elle doit penser qu'à ça. Après c'est une ordure, hein, bien fait pour sa gueule, mais c'est quand même terrible. Le truc c'est qu'à la fin la caméra, très bel angle d'ailleurs, la caméra est enfouie dans le sol, donc on voit tout à travers la caméra est placée de sorte à ce qu'on voit tout ce qui se passe à travers le sol, comme si le sol était transparent, et on voit sa tronche en train de s'écraser sur l'objectif, et on voit une mare de sang qui se répand au fur et à mesure tout doucement. C'est dégueulasse, en même temps c'est super beau. C'est un film qui est aussi douloureux que magnifique du point de vue de la mise en scène, du point de vue de la technique et de la photographie. Et ce film, sachez-le, a été fait avec un budget vraiment ridicule. Et pourtant, vous aurez droit à des plans juste complètement dingos. Enfin, number one, on va terminer sur Casino, le meilleur film pour moi de Martin Scorsese, du moins le meilleur film, enfin son meilleur film de mafieux. Il faut qu'on parle de la mise à mort de Joe Pesci. Wow, alors dans Les Affranchis, en soi, sa mort a été rapide, hein, le mec a eu le temps de rien sentir. Mais dans le Casino, Alors d'abord, il rejoint ses potes au milieu d'un champ de maïs, il croit qu'ils vont faire un deal, tout ça, un partenariat, n'importe quoi. Sauf que non, les mecs sont là pour lui défoncer sa gueule. Et au début, il se prend un coup de batte de baseball dans le dos en traître, dans les genoux, donc il se fait péter les jambes. En face de lui, son ref se fait défoncer à coup de batte de baseball. Lui, il se fait immobiliser, puis il doit regarder son frère se faire massacrer par une bande de vieux à coups de batte. Alors... Alors, le mec se fait tout péter, les côtes, les bras, les jambes. Alors le pauvre Joe Pesci, il souffre de voir son frère crever. Et après c'est son tour, et pareil, il se fait... Le mec c'est devenu une batterie humaine, donc il se fait tabasser non-stop. Tout son squelette doit être massacré, doit être fissuré, ses tibias, ses genoux, ses coudes, ses épaules, son humérus, son radius, ce que vous voulez.
Et comme ça suffisait pas, plutôt que de l'achever avec une balle dans la tête ou un truc comme ça, non, non, il l'enterre vivant, il le balance avec son frangin dans un trou creusé dans un champ de maïs, et progressivement il l'enterre, et le mec, il doit se faire enterrer vivant. Alors on imagine bien le gars qui galère à respirer parce que toutes ses côtes ont été bousillées. À chaque bouffée d'air, ça doit être une souffrance. Moi perso, je me suis juste fêlé une côte une fois, enfin 2 fois à la boxe, et je peux vous garantir que la respiration c'était compliqué, quoi. J'étais... Chaque respiration c'était quelque chose, impossible de faire des mouvements du haut du corps, ce genre de truc, mais c'était juste fêlé, c'était même pas cassé. Mais alors imaginez dans ce cas de figure, le mec il a plus une côte qui est en état de fonctionner, donc chaque respiration ça devait être une torture infâme, et en plus il se fait enterrer tout doucement, où il se prend la pelle de terre et de poussière en même temps dans la gueule, donc ça doit être terrible. Il est enterré vivant, il a dû mettre plusieurs bonnes minutes à crever, et là aussi il a dû le sentir passer, mais genre vénère. Ça s'était vite su, les boss en avaient assez de Nicky. Ils en avaient assez. Jusqu'où ils allaient le laisser déraper. Alors ils ont fait un exemple, avec lui et son frère. Ils les ont enterrés quand ils respiraient encore. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos suggestions. Quelles sont les morts qui vous ont le plus choqué, lesquelles vous ont le plus écœuré. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous à tous. Ciao.